Bonjour Monsieur Parmentier, Bonjour. merci de nous recevoir au Lab. Euh, en fait, nous avons pris contact avec vous suite à la découverte d'un article que vous aviez écrit dans la Tribune de l'assurance que nous avons trouvé très intéressant. Et en l'occurrence, puisque vous avez une certaine idée sur la question des impacts et des enjeux de la Gender Directive sur le domaine de l'assurance, nous avons souhaité vous rencontrer pour en discuter. Et puis, nous précisons d'ailleurs que le Cercle Lab sera donc le partenaire d'Actuaracnam dans le cadre de cet événement. Le Cercle Lab, pour lequel je dois préciser que vous êtes le créateur, qui a aujourd'hui 6 ans, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà, et qui contribue grandement à l'émulation collective dans le domaine de l'assurance pour, on va dire, permettre que les idées de demain germent aujourd'hui. La première question que nous aimerions vous poser, M. Parmentier, c'est pensez-vous que la Gender Directive va avoir un impact en fait sur les produits d'assurance? Alors, mon point de vue est celui d'un marketeur, d'un marketeur senior, puisque toute ma carrière était faite dans le marketing de l'assurance. Et au lab, on ne fait pas que du marketing, mais les préoccupations de marketing et de marché sont quand même très, très présentes. Euh, ma vision par rapport à la Gender Directive, c'est qu'effectivement, et par rapport à d'autres choses aussi, c'est que effectivement, ça risque d'avoir un impact relativement fort sur un certain nombre de produits, puisque aujourd'hui, par rapport à ce critère, les produits sont assez largement indifférenciés. C'est-à-dire qu'on ne distingue pas vraiment, il y a eu des essais, pas toujours couronnés de succès d'ailleurs, des essais de spécialisation des produits pour les hommes ou pour les femmes. Bon, on ne peut pas dire que ce soit la généralité. En fait, l'adaptation se fait au niveau de la tarification, donc elle se fait derrière, elle ne se fait pas en amont. La suppression de ce critère va obliger les assureurs et les marketeurs et les techniciens à réfléchir plus en termes d'attente, de besoins et de perception de la clientèle. En fait, la façon dont je vois les choses, c'est que d'une approche déclarative, c'est-à-dire qu'on déclare qu'on est un homme ou une femme, il va falloir beaucoup plus une approche probabiliste, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que je vais acheter, bah, je serai plutôt un homme, plutôt une femme, avec une marge d'erreur, mais ça, je laisse les actuaires calculer. D'accord, merci. Alors, une autre question qui se pose dans la continuité de celle-ci, c'est justement de savoir si l'impact de cette Gender Directive est-elle propice à encourager les marketeurs et les techniciens, notamment qui contribuent à la construction des tarifs, à mieux se coordonner dans l'esprit de ce que vous venez de dire. Alors, ça, c'est de toute façon souhaitable, hein, qu'il y ait la directive ou pas la directive. Il faut que les gens se comprennent. Il n'y a pas d'un côté les gens qui représentent le client et les autres qui représentent la vérité technique. Donc, il faut qu'ils puissent parler ensemble. Et puis je dirais qu'ils, plus que être côte à côte, regarder dans la même direction, ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui n'est pas toujours le cas, puisque, bon, c'est bien, le technicien, l'actuaire s'appuie sur des données statistiques, donc s'appuie sur l'antériorité, et le marketeur va plutôt chercher l'avenir. Donc là, il y a un croisement à faire, et il est important que les deux travaillent de façon coordonnée, et fassent des efforts aussi pour s'entendre sur ce qu'il faut mettre à disposition des commerciaux pour qu'ils puissent faire leur travail convenablement. D'accord. Merci. Alors, pardon. Au-delà de cet aspect, effectivement, on va dire, d'enjeu commercial, on en revient aussi à une question fondamentale qui
consiste à dire qu'à nouveau, il y a une contrainte, si on peut l'appeler comme ça, en tout cas une contrainte réglementaire qui s'ajoute à d'autres contraintes réglementaires qui s'imposent aux assureurs, notamment dans le fait qu'il s'agisse pour eux de maîtriser leurs risques. Euh, et pour le coup, est-ce que finalement, de ce point de vue-là, on peut aussi se demander si ce n'est pas une contrainte supplémentaire qui soit presque un obstacle potentiel à l'innovation? Alors, l'obstacle à l'innovation dans l'assurance, il est de tous ordres. Alors, bon, on en a parlé d'ailleurs beaucoup dans le cadre du lab de Solvabilité 2, hein, qui peut être, alors, selon qu'on est optimiste ou pessimiste, un obstacle ou justement un révélateur. Euh, il y a beaucoup de raisons, notamment par toutes les lois, tous les décrets qui paraissent, de freiner l'innovation. Euh, En réalité, il y en a, alors pas tous, mais il y en a un certain nombre, et je pense que cette directive en fait partie, qui doivent au contraire stimuler l'innovation. Stimuler l'innovation, parce que comme je disais tout à l'heure, il va falloir plus s'attacher aux attentes des clients, leur bâtir des produits plus customisés, hein, et non pas un contrat automobile qui vaut pour toutes les personnes et toutes les voitures et toutes les situations, bon, avec des tas de clauses, etc. Donc quelque chose de beaucoup plus customisé, avec pas seulement des garanties et du tarif, mais aussi des adaptations de garanties avec des services. Euh, et ces services, ça peut être bien sûr l'assistance qu'on connaît bien, qui est déjà largement dans les contrats, mais aussi des services en termes d'information. Aujourd'hui, il y a un outil qu'on appréhende pas bien du tout encore dans l'assurance, ce sont les réseaux sociaux. Bon, ça fait partie d'ailleurs de nos réflexions ici. Qu'est-ce qu'on va faire demain des réseaux sociaux dans l'assurance? On sait bien que c'est hyper dangereux parce que le consommateur a une perception toujours un peu, même plutôt négative de l'assurance. Donc, lui donner la parole, bon, c'est donner des verges pour se faire battre. Mais si on n'y va pas, ça se fera sans nous. Donc, voilà. Donc, pour l'application de directives comme ça, je crois qu'on a des nouveaux outils qui permettront de créer de l'innovation. Et là, il y a pas mal de choses à faire. D'accord, merci. Euh, Justement, pour se mettre dans l'esprit d'un assureur, euh, et pour ne pas dire des assureurs, la grande question aussi, c'est de savoir comment les assureurs vont réagir face à cette évolution réglementaire et au passage aussi les raisons qui poussent le régulateur, pour ne pas dire l'Union européenne, à aller dans ce sens-là, c'est-à-dire que il s'agit d'être moins discriminant entre les hommes et les femmes du point de vue de l'assurance, sans pour autant que justement la conséquence soit négative pour les assurés dans leur ensemble, en termes de prix notamment. Donc, la question c'est, pensez-vous que les assureurs vont plutôt avoir tendance à réagir un peu tous dans la même lignée, y compris peut-être sur la logique tarifaire, ou pensez-vous qu'au contraire, l'individualisme entre guillemets de chacun, l'individualité pardon, va être de rigueur et que c'est ça qui va aussi occasionner des innovations pour le coup. Alors, parler de coordination de place, par exemple, je pense que c'est excessif. Bon, c'est une analyse un peu critique, hein, du secteur, mais ce qui caractérise le secteur, c'est plutôt l'instinct grégaire. C'est à partir du moment où certains le font, et on l'a connu pendant pas mal d'années avec les Big Three ou les Big Four de l'assurance, hein, à partir du moment où quelques grosses sociétés le font, tout le monde emboîte le pas, sans savoir si c'est bien, si c'est mal, si c'est adapté à notre clientèle, si on a les moyens de le faire. Ah bon, voilà, donc c'est plutôt ça. Ça n'exclut pas qu'il y ait des francs-tireurs et qu'il y ait des acteurs peut-être plus agiles qui se démarquent par rapport à ça. Mais je pense qu'ils devraient pas mal se copier les uns les autres, comme ça existe depuis des décennies. D'accord. Euh, et pour le coup, finalement, ça soulève donc la question de savoir si parmi les francs-tireurs, ou selon comment on pourra les appeler, des opportunistes innovants, il y aurait peut-être cette évolution réglementaire serait peut-être justement une opportunité en
termes de niche en matière d'assurance, et en particulier pour ceux qui seraient les plus à même éventuellement d'être force de proposition de ce point de vue-là, et notamment quid du courtage et des grossistes. Alors, effectivement, dans le marais de l'assurance, ou l'océan, qui est un peu un océan rouge, puisque tout le monde se bat à peu près avec les mêmes armes, et comme le fameux ouvrage sur l'océan bleu et l'océan rouge, l'océan rouge de sang, tout le monde se bat, il va y avoir des gens qui sont capables de se créer un océan bleu, ou à défaut d'océan, au moins un marais ou un étang. Et ceux qui sont capables de le faire sont les plus agiles. Alors les plus agiles, c'est qui aujourd'hui? Ça va être des assureurs directs, ça sera des courtiers, bien entendu, parce qu'ils sont à l'écoute du marché, ils sont en prise directe sur le marché au quotidien, et donc savent réagir. En tout cas, des grands courtiers, des courtiers, bon, je ne citerai pas de nom, mais des courtiers spécialisés, des courtiers qui font de l'intégration dans des produits, qui font de l'affinitaire, comme on dit aujourd'hui, et puis bien sûr les grossistes. Hein. Le grand, la grande préoccupation aujourd'hui pour des marketeurs, par exemple, qui font des études, qui vont interviewer des clients, qui vont tester des nouveaux concepts, c'est que dans à peu près toutes les grandes sociétés, puis alors qu'elles soient mutualistes ou sociétés classiques, c'est à peu près la même chose. Peut-être réseau mis à part, parce qu'en plus, quand il y a un réseau type agent généraux, courtier, c'est encore une étape supplémentaire. Mais pour toutes ces grandes sociétés, une fois qu'elles ont fait leurs études, le temps de mettre en marché cette nouveauté, il s'écoule 2 ans. Bon. Vu la rapidité d'évolution, je parlais tout à l'heure des réseaux sociaux, l'utilisation d'Internet, l'utilisation des smartphones, etc., au bout de 2 ans, est-ce que mon étude est toujours valable? Bon. Là, on a un vrai problème. Et ceux aujourd'hui qui sont capables de mettre un produit entre les mains des forces de vente ou des clients en 2 mois, ce sont des grossistes. Aujourd'hui, il y a des grossistes. Les directs peuvent essayer aussi, selon les formes. Bon, si on prend l'exemple de Massif qui a créé ID Massif justement pour pouvoir mettre sur le marché une innovation en 2 mois, la maison mère ne le peut pas. Voilà, on a des assureurs directs, des assureurs online qui vont être capables de sortir ça très très vite. Donc là, de ce côté-là, oui.